Bonsoir, 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 c'est Opal, 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 ASMR. On se retrouve enfin ce soir après quelques semaines d'absence. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant. En fait, j'ai eu le Covid et j'ai été quand même pas mal malade. Maintenant, ça va vraiment mieux. Mais c'est pour ça que je n'ai pas été très présente ces dernières semaines, car je j'arrivais pas en fait à récupérer mon souffle. Et c'est vrai que pour faire de l'ASMR, dans un micro aussi sensible, il faut réussir à maîtriser son souffle. Et donc c'était un petit peu compliqué pour moi. Mais maintenant ça va mieux. Et j'espère que pour vous aussi tout va très très bien. Je suis trop contente de vous retrouver. J'avais un peu d'appréhension à l'idée de tourner à nouveau. Parce que ça faisait longtemps, ça faisait plus d'un mois que j'avais pas tourné. Et je sais pas, j'avais un peu d'appréhension. Mais voilà, ce soir j'ai réussi à m'y mettre. Donc on va reprendre la lecture de La machine à explorer le temps. Je sais plus exactement le titre, mais c'est quelque chose comme ça. Et on s'était arrêté il y a de ça 3-4 semaines au chapitre 2. Donc ce soir je vais lire avec vous le chapitre 3 et le chapitre 4. Alors c'est parti. Chapitre 3. L'explorateur revient. Je crois qu'aucun de nous ne crut alors à la machine. Le fait est que notre ami était un de ces hommes qui sont trop intelligents, trop habiles ou trop adroits pour qu'on les croie. On avait avec lui l'impression qu'on ne le voyait jamais en entier. On suspectait toujours quelques subtiles réserves, quelque ingénuité en embuscade derrière sa lucide franchise. Si c'eût été Philby qui nous eût montré le modèle et expliqué la chose, nous eussions été à son égard beaucoup moins sceptiques, car nous nous serions rendus compte de ses motifs. Un charcutier comprendrait Philby, mais l'explorateur du temps avait plus qu'un soupçon de fantaisie parmi ces éléments constitutifs, et nous nous défions de lui. Les choses qui auraient fait la renommée d'homme beaucoup moins capable semblaient entre ses mains des supercheries. C'est une erreur de faire les choses trop facilement. Les gens graves qui le prenaient au sérieux ne se sentaient jamais sûrs de sa manière de faire. Ils semblaient en quelque sorte sentir qu'engager leur réputation de saint jugement avec lui, c'était meubler une école avec des objets de porcelaine, coquilles, d'œufs. Aussi, je ne pense pas qu'aucun de nous ait beaucoup parlé de l'explorateur du temps dans l'intervalle qui sépara ce jeudi-là du suivant, bien que tout ce qu'il comportait de virtualité bizarre hanta sans aucun doute la plupart de nos esprits. Ces éventualités, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait de pratiquement incroyable, les curieuses possibilités d'anachronisme et de complète confusion qu'elles suggéraient. Pour ma part, j'étais particulièrement préoccupée par l'escamotage de la maquette. Je me rappelle en avoir discuté avec le docteur que je rencontrai le vendredi au Linoéon. Il me dit avoir vu une semblable mystification à Tübingen. Et il attachait une grande importance à la bougie soufflée, mais il ne pouvait expliquer de
alors sur l'absence du maître de maison, et par plaisanterie je suggérai qu'il explorait peut-être sa quatrième dimension. Le rédacteur en chef demanda une explication, et le psychologue lui fit de bonne grâce un rapide récit du paradoxal et ingénieux subterfuge dont il avait été témoin 8 jours auparavant. Au milieu de son explication, la porte du corridor s'ouvrit lentement et sans bruit. J'étais assis face à la porte, et le premier je la vis s'ouvrir. « Eh bien, tout de même, m'écriai-je. » La porte s'ouvrit plus grande, et l'explorateur du temps était devant nous. Je poussai un cri de surprise. « Grand Dieu, mais qu'arrive-t-il » demanda le docteur qui l'aperçut ensuite. Et tous les convives se tournèrent vers la porte. Notre ami était dans un état surprenant. Son vêtement était poussiéreux et sale, souillé de taches verdâtres aux manches. Sa chevelure était emmêlée et elle me sembla plus grise, soit à cause de la poussière, soit que sa couleur ait réellement changé. Son visage était affreusement pâle. Il avait une profonde coupure au menton, une coupure à demi refermée. Il avait les traits tirés et les hagards de ceux qui sont en proie à une intense souffrance. Il hésita un instant, ébloui sans doute par la clarté, puis il entra en boitant, tout comme eût fait un vagabond aux pieds endoloris. Nous le regardions en silence, attendant qu'il parlât. Il n'ouvrit pas la bouche, mais s'avança péniblement jusqu'à la table et fit un mouvement pour atteindre le vin. Le rédacteur en chef remplit une coupe de champagne et la lui présenta. Il la vida jusqu'à la dernière goutte et parut se sentir mieux, car son regard fit le tour de la table et l'ombre de son sourire habituel erra sur ses lèvres. « Que diable avez-vous bien pu faire » dit le docteur. L'explorateur du temps ne sembla pas entendre. « Que je ne vous interrompe pas surtout, dit-il d'une voix mal assurée. Je suis très bien. Il s'arrêta, tendit son verre pour qu'on le remplît et le vida d'un seul trait. Cela fait du bien, dit-il. Ses yeux s'éclairèrent et une rougeur légère lui monta aux joues. Son regard parcourut rapidement nos visages avec une sorte de morne approbation et fit ensuite le tour de la salle chaude et confortable. Puis, de nouveau, il parla, comme s'il cherchait encore son chemin à travers ces mots. Je vais me laver et me changer, puis je redescendrai et je vous donnerai les explications promises. Gardez-moi quelques tranches de mouton. Je meurs littéralement de faim. Il reconnut tout à coup le rédacteur en chef qui était un convive assez rare et lui souhaita la bienvenue. Le rédacteur commença une question. Je vous répondrai tout à l'heure, dit l'explorateur du temps. Je me sens un peu drôle. Ça ira très bien dans un moment. Il posa son verre et se dirigea vers la porte de l'escalier. Je remarquai à nouveau qu'il boitait et que son pied frappait lourdement le plancher. Et, en me levant un peu, je pus voir ses pieds pendant qu'il sortait. Il était simplement chaussé d'une paire de chaussettes déchirées et tachées de sang. Puis la porte se referma sur lui. J'avais bien envie de le suivre, mais je me rappelais combien il détestait qu'on fît des embarras à son endroit. Pendant un moment, mon esprit battit la campagne, puis j'entendis le rédacteur en chef qui disait « Singulière conduite ». D'un savant fameux, suivant son habitude, il pensait en titre d'article, et cela ramena mon attention vers la table étincelante. « Quelle est cette farce » dit le journaliste. « Est-ce qu'il aurait eu la fantaisie d'aller faire le coltineur amateur ? Je n'y comprends rien. » Mes yeux rencontrèrent
ceux du psychologue, et ils y lurent ma propre interprétation. Je pensais à notre ami se hissant péniblement dans les escaliers. Je ne crois pas que personne d'autre eût remarqué qu'il boitait. Le premier à revenir complètement de sa surprise fut le docteur, qui sonna pour la suite du service, car notre ami ne pouvait pas supporter les domestiques sans cesse présents au dîner. Sur ce, le rédacteur en chef prit son couteau et sa fourchette avec un grognement. Le personnage silencieux imita son exemple et l'on se remit à dîner. Tout d'abord, la conversation se borna à quelques exclamations étonnées, puis la curiosité du rédacteur en chef devint pressante. Est-ce que notre ami augmente son modeste revenu en allant balayer les rues, ou bien subit-il des transformations à la Nabuchodonosor? Je suis sûr, dis-je, que c'est encore cette histoire de la machine du temps. Je repris où le psychologue l'avait laissé le récit de notre précédente réunion. Les nouveaux convives étaient franchement incrédules. Le rédacteur en chef soulevait des objections. Qu'est-ce que c'est que ça, l'exploration du temps? Est-ce qu'un homme se couvre de poussière à se rouler dans un paradoxe? Voyons. Puis, comme il se familiarisait avec l'idée, il eut recours à la plaisanterie. Est-ce qu'il n'y avait donc plus de brosse à habits dans le futur? Le journaliste, lui aussi, ne voulait croire à aucun prix et se joignit au rédacteur en chef dans la tâche facile de ridiculiser toute l'affaire. L'un et l'autre appartenaient à la nouvelle espèce de journalistes jeunes gens joyeux et très irrespectueux. Le correspondant spécial que nous avons envoyé dans la semaine prochaine nous annonce, disait, ou plutôt clamait, le journaliste. Lorsque l'explorateur du temps réapparut, il s'était mis en habit et rien, sinon ses yeux hagards, ne restait du changement qui m'avait d'abord effrayé. Dites donc, lui demanda en riant le rédacteur en chef, voilà qu'on me raconte que vous revenez d'un voyage dans le milieu de la semaine prochaine. Révélez-nous les intentions du gouvernement, n'est-ce pas? Combien voulez-vous pour l'article? L'explorateur du temps vint s'asseoir sans dire un mot. Il souriait tranquillement à sa façon accoutumée. Où est ma part, dit-il. Quel plaisir d'enfoncer encore une fourchette dans cette viande. Quelle blague, dit le rédacteur en chef. Au diable la blague, dit l'explorateur du temps. J'ai besoin de manger et je ne dirai pas un mot avant d'avoir remis un peu de peptone dans mon organisme. Merci. Passez-moi le sel. Un seul mot, dis-je. Vous revenez d'exploration? Oui, dit-il, la bouche pleine et secouant la tête. Je donne 1 shilling la ligne pour un compte rendu. In extenso, dit le rédacteur en chef. L'explorateur poussa son verre du côté de l'homme silencieux et le fit teinter d'un coup d'ongle. Sur ce, l'homme silencieux, qui le fixait avec ébahissement, sursauta et lui versa du vin. Le dîner s'acheva dans un malaise général. Pour ma part, de soudaines questions me venaient incessamment aux lèvres et je suis sûr qu'il en était de même pour les autres. Le journaliste essaya de diminuer la tension des esprits en contant des anecdotes. Notre ami donnait toute son attention à son dîner et semblait ne pas avoir mangé depuis une semaine. Le docteur fumait une cigarette et considérait l'explorateur à travers ses paupières mi-closes. L'homme silencieux semblait encore plus gauche que d'habitude et vida sa coupe de champagne.
vais parler de la machine à blanc et aux autres, me demanda-t-il, en se renversant dans son fauteuil. Mais ce n'est qu'un paradoxe, dit le rédacteur en chef. Je ne puis pas discuter ce soir. Je veux bien vous raconter l'histoire, mais non pas la discuter. Je vais, continua-t-il, vous faire le récit de ce qui m'est arrivé, si vous y tenez, mais il faudra vous abstenir de m'interrompre. J'ai besoin de raconter absolument. La plus grande partie vous semblera pure invention, soit, mais tout est vrai, du premier au dernier mot. J'étais dans mon laboratoire à 4 heures et depuis lors, j'ai vécu 8 jours. Des jours tels qu'aucun être humain n'en a vécu auparavant. Je suis presque épuisé, mais je ne veux pas dormir avant de vous avoir conté la chose d'un bout à l'autre. Après cela, j'irai me reposer. Mais pas d'interruption. Est-ce convenu? Convenu, dit le rédacteur en chef, et nous répétâmes convenu. Alors, l'explorateur du temps raconta son histoire telle que je la transcris plus loin. Il s'enfonça d'abord dans son fauteuil et parla du ton d'un homme fatigué. Peu à peu, il s'anima. En l'écrivant, je ne sens que trop vivement l'insuffisance de la plume et du papier, et surtout ma propre insuffisance pour l'exprimer avec toute sa valeur. Vous lirez sans doute avec attention, mais vous ne pourrez voir dans le cercle brillant de la petite lampe la face pâle et franche du conteur, et vous n'entendrez pas les inflexions de sa voix. Vous ne saurez pas combien son expression suivait les phases de son récit. La plupart d'entre nous qui écoutions étions dans l'ombre, car les bougies des candélabres du fumoir n'avaient pas été allumées, et seule la face du journaliste et les jambes de l'homme silencieux étaient éclairées. D'abord nous nous regardions les uns les autres de temps en temps, puis au bout d'un moment nous cessâmes de le faire pour rester les regards fixés sur le visage de l'explorateur du temps. Chapitre 4. Le voyage. J'ai déjà exposé jeudi dernier à quelques-uns d'entre vous les principes de ma machine pour voyager dans le temps, et je vous l'ai montrée telle qu'elle était, mais inachevée et sur le métier. Elle y est encore maintenant, quelque peu fatiguée par le voyage à vrai dire. L'une des barres d'ivoire est fendue et une traverse de cuivre est faussée, mais le reste est encore assez solide. Je pensais l'avoir terminé le vendredi, mais vendredi, quand le montage fut presque fini, je m'aperçus qu'un des barreaux de nickel était trop court de 2 cm et demi exactement, et je dus le refaire, de sorte que la machine ne fut entièrement achevée que ce matin. C'est donc aujourd'hui, à 10 heures, que la première de toutes les machines de ce genre commença sa carrière. Je l'examinai une dernière fois, m'assurai de la solidité des écrous, mis encore une goutte d'huile à la tringle de quartz et m'installai sur la selle. Je suppose que celui qui va se suicider et qui tient contre son crâne un pistolet doit éprouver le même sentiment que j'éprouvai alors de curiosité pour ce qui va se passer immédiatement après. Je pris dans une main le levier de mise en marche et dans l'autre le levier d'arrêt. J'appuyai sur le premier et presque immédiatement sur le second. Je crus chanceler, puis j'eus une sensation de chute comme dans un cauchemar. Alors, regardant autour de moi, je vis mon laboratoire tel qu'à l'ordinaire. S'était-il passé quelque chose? Un moment, je soupçonnai mon intellect de m'avoir joué quelques tours. Je remarquai alors la pendule. Le moment d'avant, elle marquait, m'avait-il semblé, 1 minute ou 2 après 10 heures. Maintenant, il était presque 3h30. Je respirai, serrai les dents, empoignai des 2 mains le levier de mise en train et partis d'un seul coup. Le laboratoire devint brumeux, puis
supposé qu'il lui fallut 1 minute ou 2 pour traverser la pièce, mais il me sembla qu'elle était lancée d'une seule porte à l'autre comme une fusée. J'appuyai sur le levier jusqu'à sa position extrême. La nuit vint comme on éteint une lampe, et un moment après, deux mains étaient là. Le laboratoire devint confus et brumeux, et à chaque moment de plus en plus confus. Demain soir arriva tout obscur, puis le jour encore, puis une nuit, puis des jours et des nuits de plus en plus précipités. Un murmure vertigineux emplissait mes oreilles, une mystérieuse confusion descendait sur mon esprit. Je crains de ne pouvoir exprimer les singulières sensations d'un voyage à travers le temps. Elles sont excessivement déplaisantes. On éprouve exactement la même chose que sur les montagnes russes dans les voirs. Un irrésistible élan, tête baissée. J'éprouvais aussi l'horrible pressentiment d'un écrasement inévitable et imminent. Pendant cette course, la nuit suivait le jour comme le battement d'une grande aile noire. L'obscure perception du laboratoire disparut bientôt, et je vis le soleil sauter précipitamment à travers le ciel, bondissant à chaque minute et chaque minute marquant un jour. Je pensais que le laboratoire avait dû être détruit et que j'étais maintenant en plein air. J'eus la vague impression d'escalader des échafaudages, mais j'allais déjà beaucoup trop vite pour avoir conscience des mouvements qui m'entouraient. L'escargot le plus lent, qui rampa jamais, bondissait trop vite pour que je le visse. La scintillante succession de la clarté et des ténèbres était extrêmement pénible à l'œil. Puis, dans les ténèbres intermittentes, je voyais la lune parcourir rapidement ses phases, et j'entrevoyais faiblement les révolutions des étoiles. Bientôt, tandis que j'avançais avec une vélocité croissante, la palpitation du jour et de la nuit se fondit en une teinte grise continue. Le ciel revêtit une admirable profondeur bleue, une splendide nuance lumineuse comme celle des premières lueurs du crépuscule. Le soleil bondissant devint une traînée de feu
yeux. Je voyais des monuments d'une grande et splendide architecture s'élever autour de moi, plus massifs qu'aucun des édifices de notre époque. Et cependant, me semblait-il, bâtis de brume et de faible clarté, je vis un vert plus riche s'étendre sur la colline et demeurer là sans aucun intervalle d'hiver. Même à travers le voile qui noyait les choses, la terre semblait très belle. C'est alors que l'idée me vint d'arrêter la machine. Le risque que je courais était de trouver quelque nouvel objet à la place que la machine et moi occupions. Aussi longtemps que je voyageais à toute vitesse, cela importait fort peu. J'étais pour ainsi dire désintégré. Je glissais comme un éther à travers les interstices des substances interposées. Mais s'arrêter impliquait peut-être mon écrasement, molécule par molécule, dans ce qui pouvait se trouver sur mon passage. Comporter un contact si intime de mes atomes avec ceux de l'obstacle qu'il en résulterait une profonde réaction chimique, peut-être une explosion formidable qui m'enverrait, mon appareil et moi, hors de toute dimension possible dans l'inconnu. Cette possibilité s'était bien souvent présentée à mon esprit pendant que je construisais la machine. Mais alors, je l'avais de bon cœur envisagé comme un risque nécessaire, un de ces risques qu'un homme doit toujours accepter. Maintenant qu'il était inévitable, je ne le voyais plus du tout sous le même jour. Le fait est que, insensiblement, l'absolue étrangeté de toute chose, le balancement ou l'ébranlement écœurant de la machine, par-dessus toute la sensation de chute prolongée, avait absolument bouleversé mes nerfs. Je me disais que je ne pouvais plus m'arrêter, et dans un sursaut nerveux, je résolus de m'arrêter sur le champ. Avec une impatience d'insensé, je tirai sur le levier. Aussitôt la machine se mit à balloter, et je dégringolai la tête la première vers le vide. Il y eut un bruit de tonnerre dans mes oreilles. Je dus rester étourdi un moment. Une grêle impitoyable sifflait autour de moi, et je me trouvai assis sur un sol mou, dans la machine renversée. Toute chose me paraissait encore grise, mais je remarquai bientôt que le bruit confus dans mes oreilles s'était tu. Je regardai autour de moi. J'étais sur ce qui pouvait sembler une petite pelouse dans un jardin, entourée de massifs de rhododendrons, dont les pétales mauves et pourpres tombaient en pluie sous les volets de grelons. La grêle dansante et repentissante s'abattait sur la machine et descendait sur le sol comme une fusée. En un instant, je fus trempé jusqu'aux os. Excellente hospitalité, dis-je, envers un homme qui vient de parcourir d'innombrables années pour vous voir. Enfin, je songeai qu'il était stupide de se laisser tremper. Je me levai et je cherchai des yeux où me réfugier. Une figure colossale, taillée apparemment dans quelques pierres blanches, apparaissait, incertaine au-delà des rhododendrons, à travers l'averse brumeuse. Mais le reste du monde était invisible. Il serait malaisé de décrire mes sensations. Comme la grêle s'éclaircissait, j'aperçus plus distinctement la figure blanche. Elle devait être fort grande, car un bouleau ne lui allait qu'à l'épaule. Elle était de marbre blanc et rappelait par sa forme quelques sphinx ailés, mais les ailes, au lieu d'être repliées verticalement, étaient étendues de sorte qu'elles semblaient planer. Le piédestal, me sembla-t-il, était de bronze et couvert d'une épaisse couche de vert de gris. Il se trouva que la vase était de mon côté. Les yeux sans regard paraissaient mes pieds. Il y avait sur les lèvres l'ombre affaiblie d'un sourire. L'ensemble était détérioré par les
phosphorescentes et ressortant en blanc avec des grelons non fondus amoncelés au long de leurs assises. Je me sentais comme nue dans un monde étrange. J'éprouvais ce que peut-être ressent l'oiseau dans l'air clair lorsqu'il sait que le vautour plane et va s'abattre sur lui. Ma peur devenait de la frénésie. Je respirais fortement, serrais les dents, et en vint aux prises furieusement les poignets et des genoux. Des poignets et des genoux avec la machine. À mon effort désespéré, elle céda et se redressa en venant me frapper violemment au menton. Une main sur la selle, l'autre sur le levier. Je restais là, haletant sourdement, prêt à repartir. Mais avec l'espoir d'une prompte retraite, le courage me revint. Je considérai plus curieusement et avec moins de crainte ce monde d'un avenir éloigné. Dans une fenêtre ronde très haut, dans le mur le plus proche du plus proche édifice, je vis un groupe d'êtres revêtus de riches et souples robes. Ils m'avaient vu, car leur visage était tourné vers moi. J'entendis alors des voix qui approchaient, venant à travers les massifs qui entouraient le sphinx blanc. Je voyais les têtes et les épaules d'hommes qui couraient. L'un d'eux déboucha dans un sentier qui menait droit à la petite pelouse sur laquelle je me trouvais avec ma machine. C'était une délicate créature, haute d'environ 1,20 m, vêtue d'une tunique de pourpre retenue à la taille par une ceinture de cuir. Des sandales ou des brodequins, je ne pus voir distinctement, recouvraient ses pieds. Ses jambes étaient nues depuis les genoux. Elle ne portait aucune coiffure. En faisant ces remarques, je m'aperçus pour la première fois de la douceur extrême de l'air. Je fus frappé par l'aspect de cette créature très belle et gracieuse, mais étonnamment frêle. Ses joues roses me rappelaient ces beaux visages de phtisique, cette beauté hectique dont on nous a tant parlé. À sa vue, je repris soudainement confiance et mes mains abandonnèrent la machine. Et voilà, c'est terminé pour les 2 chapitres de ce soir. J'espère que cette lecture vous a plu, que l'histoire vous plaît. C'est assez dense comme